Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015. On ne sait pas toujours la reconnaître quand on la voit, ni même quand on la vit, parce qu'elle se fond dans le quotidien et dans les gestes domestiques. La violence exercée par l'un des membres d'un couple, avant ou après la séparation, chacun et chacune d'entre nous y a déjà été ou va y être confronté un jour. Cette violence, on la vivra soit comme victime directe, comme enfant, comme conjointe, ou bien comme témoin, c'est-à-dire comme ami ou comme proche de la victime ou de l'agresseur ou des deux, et puis bien sûr comme agresseur, puisque s'il y a des femmes victimes de violences de la part des hommes, eh bien c'est parce qu'il y a des hommes qui commettent ces violences sur les femmes. Comment aider votre copine qui est en couple avec un mec qui la maltraite ? Comment comprendre ce qui est en train de lui arriver ? Comment faire la différence entre un conflit et de la violence ? Que penser de votre ami qui dit toujours tomber sur des filles un peu folles ? Que répondre à votre mère qui vous dit que des hommes battus, il y en a plein aussi, c'est juste qu'ils n'en parlent pas eux. Dans Les couilles sur la table, on cherche à comprendre les causes, les mécanismes et les conséquences de la violence masculine. Comment ça se fait qu'elle perdure ? Comment est-ce qu'on peut la contrer ? Je dis des hommes et des femmes parce que statistiquement, la grande majorité des personnes en couple le sont dans des couples constitués d'un homme et d'une femme, et aussi parce que dans l'écrasante majorité des cas, la violence conjugale, la violence en couple, avant ou après la séparation, elle est commise par des hommes. Avec mes deux invités, nous allons prendre 1 heure pour examiner les outils, les mots et les concepts qui peuvent nous être utiles à tous pour lutter contre cette violence. On va parler de contrôle coercitif, de stratégie de l'agresseur et d'autres concepts qui ont été pensés, forgés et utilisés pendant des décennies de recherche féministe, une recherche dans laquelle s'inscrivent mes deux invités. Bonjour Gwenola Sueur. Bonjour. Bonjour Pierre-Guillaume Prigent. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux chercheurs-chercheuses en sociologie et vous êtes spécialiste des violences conjugales. Gwenola Sueur, vous préparez actuellement votre thèse sur la violence conjugale subie par les femmes dans le milieu rural. Pierre-Guillaume Prigent, vous êtes docteur en sociologie, vous avez soutenu votre thèse l'année dernière. Elle est intitulée « Les stratégies des pères violents en contexte de séparation parentale, contrôle coercitif, complicité institutionnelle et résistance des femmes ». Et vous avez travaillé à partir d'entretiens que vous avez réalisés avec des femmes qui se sont séparées d'un ex violent avec qui elles ont eu des enfants. Vous allez nous raconter, et vous êtes aussi enseignant à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Tous les deux ensemble, vous poursuivez un travail d'analyse, d'écoute et de vulgarisation des concepts qui concernent la violence conjugale pour mieux comprendre ce phénomène-là. Et vous le faites dans une perspective résolument féministe et affirmée. Vous co-signez des articles dans des revues variées, des revues scientifiques, des revues militantes, et puis vous intervenez aussi fréquemment dans le grand public pour communiquer vos savoirs. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous raconter brièvement pourquoi vous avez décidé de mettre ce sujet-là au centre de vos préoccupations et de vos recherches, très brièvement. Pourquoi c'est un sujet tellement important pour vous ? Gwenola Sueur ? En fait, moi, j'ai commencé par être écoutante sociale dans des structures de mères séparées. Donc, je suis rentrée dans une assoce en fin 2010, début 2011, qui s'appelait SOS Les Mamans. C'est une association qui n'existe plus aujourd'hui. Du coup, j'ai dû suivre des formations pour mieux comprendre ce que me racontaient les femmes qui nous contactaient. Et j'ai suivi des formations auprès du collectif féministe contre le viol, auprès de Marie-France Casalis et d'Emmanuel Piet. Et c'est là que j'ai découvert le modèle de la stratégie de l'agresseur. Et en fait, je comprenais pas trop ce qui se passait après la séparation. Je voyais que les violences se poursuivaient et j'arrivais pas à comprendre pourquoi le système socio-judiciaire finalement blâmait les mères. Donc j'ai commencé à me documenter. Mais à la base, vous étiez pas du tout universitaire ou chercheuse, vous n'étiez pas à ça. Moi, ma formation, c'est prof d'histoire géo, donc non, j'ai pas voilà. Et du coup, quand je suis arrivée à SOS, en fait, ma première préoccupation qui m'est venue, c'est mais comment je vais savoir si elles disent vrai ? C'était ça mon premier truc en fait. Oui, voilà. C'est une question qui se pose encore pour beaucoup de gens. Et puis j'avais besoin de comprendre le mécanisme des violences, comment l'agresseur mettait en place son système. Et voilà, donc j'ai suivi des formations petit à petit. Et puis voilà.
Et vous, Pierre-Guillaume Préjean ? Moi, j'étais engagé dans plusieurs luttes quand j'étais jeune adulte, on va dire, et je tombe sur le dossier d'une association qui s'appelle Mères en lutte. C'était une association qui a été cofondée par un sociologue qui s'appelait Léotier Vidal. C'était à la fin des années 90 à Lyon. Et en fait, le dossier de l'association décrivait des situations de femmes qui se retrouvaient en prison parce qu'elles avaient refusé de remettre l'enfant à un père dont elles dénonçaient des agressions sexuelles sur l'enfant. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est impossible. Je trouvais ça inacceptable. Enfin, je me dis, c'était impensable, en fait. C'était tellement violent et injuste que je me suis dit, il faut que je creuse. Et donc, ça m'a traversé pendant plusieurs années. Et puis, j'ai rencontré Gwenola quelques années plus tard. Entre-temps, je m'intéressais aux actions des groupes de pères séparés. Et finalement, on a réussi à se retrouver sur un ensemble de choses. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on travaille ensemble. Très bien. Pour rentrer dans le vif du sujet, on a besoin de définir de quoi on parle quand on parle de violence conjugale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme si on n'en avait jamais entendu parler, ce qu'on peut appeler de la violence conjugale, qui ça concerne et comment est-ce qu'on la caractérise ? Alors justement, tout à l'heure, vous avez parlé de violences dans le couple. Alors en fait, on pourrait commencer par dire que d'abord, ce sont des violences qui ont lieu dans le couple, tout simplement, dans cet espace social qu'est le couple. Mais dans notre vision des choses, vous avez dit une vision qui est féministe, qui est inspirée des théories et des recherches féministes. On ne va pas juste considérer ça, on va aussi considérer qu'à la base de la violence conjugale, il y a d'abord les inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc vous avez parlé de violence masculine, on peut aussi parler par exemple de violence patriarcale. Et ne pas oublier que ces violences-là, en fait, elles reposent sur la domination des hommes envers les femmes, que l'inégalité entre les femmes et les hommes, elle est structurelle, et que les violences n'ont pas que lieu dans l'espace conjugal non plus. Les violences envers les femmes ont lieu au travail, dans la famille, dans la culture, dans tout un tas de milieux. Et donc, elle se base sur le fait que, d'abord, les femmes vont consacrer davantage de temps que les hommes au travail domestique, que leurs revenus sont moindres que les hommes, et qu'au moment de la séparation, les femmes sont davantage appauvries par la séparation que les hommes. Et ça nous semble extrêmement important de le redire parce que l'une des manières de nier les violences conjugales, c'est d'abord de nier les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc rappeler ces inégalités, ça nous semble essentiel. Une des façons de les nier, c'est par exemple, et c'est aussi une opinion qui est très fréquemment répandue, donc je vais rappeler tout au long de l'émission des opinions qui sont répandues, mais c'est de dire, en fait, les gens se disputent, les couples se disputent. Il y a des conflits dans les couples. Les gens se hurlent dessus, les gens s'insultent, les gens se battent parfois, enfin voilà, et que en fait, il y a aussi des femmes violentes, enfin ça c'est un des arguments qu'on entend souvent pour nier que cette violence conjugale, elle est majoritairement masculine. Et vous dites, on ne comprend pas la violence conjugale si on ne comprend pas qu'elle s'inscrit dans un contexte patriarcal. Voilà. Et on ne comprend pas la violence conjugale tant qu'on n'a pas réussi à la différencier du conflit. En fait, du conflit de couple. Donc, dans un couple, il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir de l'agressivité mutuelle, mais c'est le contexte plus général de ces disputes et de cette agressivité qu'il faut examiner. Parfois, ça peut être ponctuel. Et en fait, on peut être dans une situation de réciprocité, où les deux partenaires se disputent et finalement finissent par s'arranger au fil du temps, et où il y a en fait, on ne peut pas dire vraiment une égalité, parce que dans la société dans laquelle on est, on ne peut pas supposer une égalité totale à un moment donné, mais en tout cas au moins une réciprocité. Alors que dans la violence conjugale, là c'est autre chose. Dans la violence conjugale, c'est toujours la même personne qui exerce de la violence, c'est toujours la personne en face qui va céder. Il y a un rapport de domination, il y a ce qu'on appelle, inspiré par des collègues belges, le processus de domination conjugale. On a bien cette expression-là qui englobe un peu les autres manières de nommer la violence. Et justement, le contexte plus large dont je parle, c'est par exemple, est-ce que les actes sont répétés ? Est-ce que c'est toujours la même personne qui les inflige ? Est-ce qu'ils ont un impact sur le comportement de l'autre personne ? Est-ce qu'ils créent chez elle de la peur ? Est-ce qu'ils ont pour conséquence de l'isoler ou de limiter ses ressources sociales ? Eh bien, si jamais c'est le cas, dans ce cas-là, c'est de la violence conjugale. Mais si jamais les conséquences des actes de l'agressivité, c'est juste une dispute et on se remet d'accord le lendemain et ça s'arrange, dans ce cas-là, on n'est pas nécessairement dans une situation de violence conjugale, mais plutôt une situation de couple. Donc c'est identifier le rapport de couple. D'agressivité, non, comment on appelle ça, de dispute de couple ? Oui, un conflit conjugal, on peut parler de conflit. En fait, c'est vraiment examiner le rapport de pouvoir. Est-ce que le rapport de pouvoir produit d'une personne sur l'autre ? Une personne qui va être rabaissée au fil du temps, apeurée, isolée, socialement, économiquement, etc. Là, dans ces situations-là, on peut identifier de la violence conjugale.
est-ce que c'est pour ça que vous dites aussi que vous rappelez tous les deux qu'il faut toujours contextualiser les actes de violence? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire tel acte, ça y est, il y a de la violence conjugale. Parce que, on va peut-être donner un exemple concret, mais par exemple, ça aussi, on peut l'entendre, on peut dire, bah oui, mais elle m'a mis une claque, par exemple. Ou elle a cassé tel objet. Ou elle crie beaucoup. Mais en fait, c'est pas juste les actions qui suffisent à caractériser la violence. Mais quand même, c'est important, les faits concrets. Oui. Mais alors, la question du jet d'objet ou de la gifle, il faut aussi supposer qu'il puisse être commis dans une situation de défense. C'est-à-dire en face, une femme qui se défend d'un agresseur et qui utilise une gifle contre elle. Ce qu'on a vu dans nos entretiens, c'est justement des hommes violents qui n'exercent pas de violence physique, mais qui vont exercer beaucoup d'intimidation et qui vont provoquer leur victime. Et dès que la victime sort de ses gonds et exerce une violence physique contre eux, ils vont pouvoir se dire « mais regardez, c'est elle qui m'a frappé, c'est moi la victime ». Alors qu'auparavant, il y avait des années de violence psychologique envers elle et de provocation à son égard. Donc, on est dans des situations où, si jamais on se contentait d'identifier les actes uniques et de caractériser la situation de violence générale par un acte unique, ça ne marche pas. Là, pour ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que toujours identifier le contexte, les rapports de pouvoir, la qualité de la relation, ce qui se passe entre les deux protagonistes. Mais j'aimerais bien qu'on rappelle aussi les données sur les violences conjugales, en fait. Ce serait peut-être important de rappeler tout ça. Et justement, Gwenola, tu me lances la perche pour parler de l'enquête ANVEF, la première enquête nationale sur les violences envers les femmes en 2000, oui. Et qui a été suivie par l'enquête Virage en 2015, Virage qui signifie violence et rapport de genre. Et en fait, ces enquêtes-là, qui sont des enquêtes massives, qui ont été réalisées par l'Institut national d'études démographiques, en fait, dans l'enquête Virage, j'avais environ 28 000 hommes et femmes qui ont été interrogés, de 20 à 69 ans, et tous les espaces sociaux ont été interrogés, comme je disais tout à l'heure, travail, conjugalité, etc. Mais si on s'arrête à la violence conjugale, l'enquête a montré que 1 à 3% des hommes et 10% des femmes seront victimes de violences conjugales au cours de leur vie. Donc déjà bien plus de femmes que d'hommes sur l'aspect numérique. Et ce que l'on constate aussi, c'est que la séparation va surexposer les femmes aux violences de leur ex-conjoint, parce que 1/3 de celles qui se sont séparées dans l'année vont déclarer des violences au moment de la rupture. Donc on voit que la rupture est un moment où la violence peut être exercée de la part du conjoint. Donc ça, c'est au niveau des chiffres. Puis peut-être rappeler qu'entre 40 et 60% des conjoints violents avec leurs compagnes sont aussi violents avec leurs enfants, en fait. Et en fait, les violences conjugales sont le premier facteur de risque d'agression sexuelle sur les enfants. Ça, c'est important à rappeler, je pense. Quand je vous entends, j'entends aussi la façon dont les théories sont récupérées, y compris des théories féministes, en fait, sont récupérées et retournées. Par exemple, encore une fois, ça n'est pas ce que je pense, et vraiment, c'est mon travail de amener sur le devant de la scène des contre-arguments, etc. Quand on dit il faut voir la violence dans le contexte, il peut arriver que par exemple des actes de violence physique soient le fait de femmes qui se défendent d'un harcèlement psychologique, une femme qui pète un plomb en fait, et qui se défend physiquement parce que voilà. C'est aussi un argumentaire qui est très souvent mobilisé par les hommes qui commettent des violences en disant « bah d'accord, moi je l'ai frappée, mais enfin elle, c'est une harpie, elle me dévalorise sans cesse, elle est toujours sur mon dos, voilà ». Donc je prends ma mère comme exemple de contre-argumentaire là, parce que c'est vraiment quelque chose dont je discute très très souvent avec elle, et elle me dit « bah oui mais… » je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, donc c'est drôle de le rappeler. Voilà. Elle, son argument favori, c'est bien sûr, les hommes sont violents physiquement, mais les femmes, c'est pire. Les femmes sont si méchantes, les femmes sont hystériques, les femmes rendent des hommes fous, en fait. Voilà, elle les pousse, en fait, elle provoque. Elle les pousse à être violents. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du fait que le fait qu'il faille analyser la violence dans son contexte et donc ne pas juste prendre les actes les uns après les autres, bah, c'est aussi une analyse qui peut être utilisée contre les femmes ou qui peut être utilisée pour justifier la violence masculine. Ben là, justement, on peut revenir au résultat de l'enquête Virage, en fait, qui est du coup représentative, etc., qui, en fait, indique que pour les violences conjugales déclarées par les hommes, en fait, c'est surtout des violences psychologiques dont ils déclarent une gravité relativement peu importante dans la majorité des situations. Et pour les femmes, les violences conjugales, elles déclarent un ensemble de faits de nature diverse avec des gravités qui sont relativement plus importantes que celles des hommes.
On a des collègues en Angleterre qui travaillent en ce moment sur les violences contre les hommes dans le couple, dans un cadre conjugal. Et en fait, ce qu'ils constatent, c'est que ce qui permet et ce qui peut produire à la violence contre les hommes, c'est lorsque les hommes sont dominés socialement d'un autre point de vue, c'est-à-dire, par exemple, s'ils sont racisés et que leur compagne est blanche, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ça peut jouer en leur défaveur et il peut y avoir un rapport de domination qui peut s'instaurer de ce point de vue-là. Ou du point de vue économique aussi, non ? Exactement, du point de vue économique aussi. De classe, de race ou de handicap, j'imagine, ou d'autres situations en fait où il y a une domination sociale. Voilà. Okay. Oui, donc c'est pour ça que dans l'idéal, après, nous pour le moment, on identifie toujours les rapports de genre, mais toujours autour, on garde en tête tous ces autres rapports sociaux-là, tous ces autres facteurs-là qui peuvent justement produire de la violence et faire reposer la violence. Mais on a des situations aussi de femmes qui sont accusées d'exercer des violences conjugales. Et c'est vrai que quand après on analyse avec notre grille d'analyse, donc on documente le processus de domination conjugale, on utilise la stratégie de l'agresseur, le contrôle coercitif, on remet en fait l'histoire à l'endroit et on montre qui est l'agresseur et qui est la victime en fait. Ensuite, là vous avez parlé de 2 outils qui vous sont très très utiles et qui devraient être répandus, en fait beaucoup plus répandus pour analyser les situations où il semble y avoir de la violence. Et donc ces 2 outils, c'est le contrôle coercitif et la stratégie de l'agresseur. Gonella Sueur, est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est que le contrôle coercitif ? Je commence par la stratégie de l'agresseur. Parce qu'en fait, je vais commencer par le modèle de la stratégie de l'agresseur pour expliquer pourquoi j'ai commencé par apprendre ce modèle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans ma pratique d'écoutante, j'avais besoin de comprendre le mécanisme des violences. Et en fait, j'ai suivi des formations au collectif féministe contre le viol qui forment au modèle de la stratégie de l'agresseur. Donc en fait, le modèle de la stratégie de l'agresseur, d'ailleurs, il a été repris dans le cadre du livret de formation de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, qui invite les professionnels à mobiliser ce modèle pour identifier les situations de violence sexuelle sur les enfants. Donc c'est un modèle féministe, un modèle français, et moi je le trouve particulièrement pertinent. Ce modèle, il a été construit à partir de l'analyse de nombreux appels passés à la ligne téléphonique Viol Femmes Information du collectif féministe contre le viol, donc le 0800 05 95 95. Donc en fait, il montre qu'après avoir sélectionné sa victime, l'agresseur agit en fonction de 5 priorités. Avec Pierre, on préfère parler de tactique. Donc en fait, il va commencer par isoler la victime, donc il va l'isoler géographiquement, socialement, professionnellement. Ensuite, il va la dévaloriser, il va la traiter comme un objet, il va l'humilier, la dénigrer, et en fait, en la dénigrant, il va l'affaiblir et va perdre l'estime d'elle-même. Ensuite, il va inverser la culpabilité, c'est-à-dire qu'il va en fait transférer la responsabilité de la violence à la victime. Il ne va pas reconnaître de responsabilité dans le passage à l'acte, dans le passage à la violence. Et il va aussi entretenir la confusion. Ensuite, l'agresseur, il va instaurer un climat de peur et d'insécurité. Par exemple, il va user une menace, exercer des représailles sur les proches. Il peut menacer d'exercer des représailles sur les animaux aussi. Ensuite, il va agir en mettant en place les moyens d'assurer son impunité. Donc, il va recruter des alliés. Et en fait, il va organiser une coalition. Par exemple, on voit des hommes s'allier contre leur ex-compagne. On voit les anciens compagnons s'allier ensemble. Ou alors, l'agresseur va s'allier avec des membres de la famille de sa conjointe. Et là, ce point-là est en fait super important parce que nous-mêmes, on peut s'allier avec l'agresseur par un manque d'empathie avec la victime, par peur, oui, tout à fait. Et puis par peur aussi, on voit des travailleurs socio-judiciaires justement s'allier avec les agresseurs. Donc en fait, toutes ces tactiques permettent à l'agresseur de verrouiller le secret. L'idée du contrôle coercitif, c'est justement en fait d'aller au-delà, de distinguer les violences par type et de dire il y a une violence physique, il y a une violence sexuelle, etc. En fait, là pour le coup, c'est vraiment parler de tactique, quoi. Et nous, c'est ça qui nous a beaucoup fait avancer dans la compréhension de la violence conjugale, c'est on écoute les femmes, elles nous racontent les choses dans l'ordre qu'elles veulent, et nous on identifie les tactiques, les comportements de l'agresseur qui se répètent et qui visent à justement l'intimider, l'isoler, la contrôler
ou des comportements qui sont des actes de violence. Et donc, contrôle coercitif, les 4 tactiques identifiées, c'est isolement, contrôle, intimidation, violence. Et en fait, c'est très proche de la stratégie de l'agresseur. Après, selon ce qu'on préfère, si jamais on préfère retenir ces 4 tactiques ou bien les 5 priorités de la stratégie de l'agresseur, dans les 2 cas, en fait, ce sera aussi utile pour comprendre les situations auxquelles on peut faire face. Dans les entretiens auprès des femmes, en fait, je vois en fait justement toutes ces tactiques-là, et il y a ces 4 grandes catégories, et j'identifie d'abord la dimension du contrôle. Dans contrôle coercitif, il y a contrôle et il y a coercition, et ça c'est hyper important. Peut-être qu'il faut définir ce que c'est que la coercition justement, voilà. Parce que c'est pas clair pour. Eh ben, je vais commencer par donner des exemples de contrôle. Okay. Le contrôle, en fait, c'est un peu ce qui précède la coercition. En fait, le contrôle, c'est priver de ressources la victime. Ouais. Voilà, de nourriture, d'argent, d'accès aux gens, l'isoler socialement, comme le dit la stratégie de l'agresseur. Voilà, la contrôler, réduire ses ressources, en fait. Et c'est aussi, Stark appelle ça la micro-régulation de la vie quotidienne. Comment est-ce que l'agresseur va imposer des règles qui sont soit explicites, soit implicites, qui peuvent changer selon son propre désir, à la victime sur des choses de l'ordre du quotidien. Comment la serviette doit être mise dans la salle de bain ? Et c'est justement le micromanagement qui m'a super plu quand j'ai découvert le contrôle coercitif. Donc du coup, avec les dames, je revenais au téléphone sur leur vie de couple, etc., pour voir un petit peu comment ça se passait, les tâches ménagères, etc. Et j'avais des situations qu'on voit dans un film qui s'appelle Les Nuits avec mon ennemi. En fait, c'est Julia Roberts. Elle range ses boîtes de conserve d'une certaine façon dans ses placards, parce que si elle le fait pas, de toute façon, son conjoint va l'insulter, éventuellement la frapper, etc. Et puis, il lui ordonne, en fait, de positionner les serviettes de la salle de bain de telle façon, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et à un moment dans le film, il l'a fait venir dans la salle de bain parce qu'elle a mal rangé les serviettes, et puis voilà, du coup... Mais ça, on pourrait dire, par exemple, c'est quelqu'un qui ne voit pas de violence, on pourrait dire, il est juste maniaque. Non, parce que là après, en fait, quand la femme n'exécute pas ce que son conjoint lui demande de faire, derrière, il peut bouder. Il peut l'insulter verbalement, et puis il peut aussi la frapper. On s'était retrouvés dans un café avec des collègues, et on était partis sur décrypter ce film-là, Les Nuits avec mon ennemi, avec ces boîtes de conserve, et se rappeler des entretiens qu'on avait pu faire avec des femmes, justement, qui nous disaient « Oh ben moi, il passait les doigts sur les meubles pour voir s'il y avait de la poussière. » Il y en a une autre qui disait qu'il vérifiait les dates des yaourts dans le frigo, et puis à chaque fois, il lui faisait des remarques si les dates étaient périmées, par exemple. Ou alors, il y avait une autre qui me disait qu'il était complètement obsédé par le beurre, par exemple. Donc, il supportait pas le beurre, et s'il y avait une trace de beurre sur la table, il pétait un câble. Ou alors, par exemple, une autre dame qui me disait qu'il ne pouvait pas... son conjoint ne supportait pas le ketchup. Donc, si les enfants mettaient le ketchup sur la table, pareil, il rentrait dans des colères folles. Et puis, il y avait aussi une manière de préparer les repas. Il fallait que le repas soit préparé comme ça, dans des assiettes comme ça. Enfin, tout était vraiment... Il y avait une organisation de la... En fait, c'est lui qui organisait comment la maison devait être rangée, comment les choses devaient être... comment les draps devaient être pliés, comment le lit devait être fait. Enfin, voilà, c'était vraiment... Mais sans le faire lui. Non. Oui, mais ça, c'est un détail qui est super important, parce que, en fait, des personnes qui ont des préférences très marquées, mais ça s'entend. Je veux dire qu'on ait envie que chez soi, ce soit comme ci ou comme ça. Mmh. Sauf que dans le cadre du contrôle coercitif ou de la violence conjugale, si jamais la personne ne fait pas ce que l'agresseur lui demande, il va y avoir de la coercition. Il va y avoir une punition. Et donc, effectivement, comme le disait Gwenola, ça va être insulte, humiliation, violence physique, etc. En fait, le contrôle coercitif, c'est quelque chose qui nous dit... tant que la victime est sous contrôle, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Et en fait, c'est ça la violence conjugale au quotidien. C'est plein de femmes qui sont sous emprise, on pourrait le dire comme ça, ou sous contrôle d'hommes, et qui agissent d'une manière qu'on pourrait considérer comme étant normale. Mais dès qu'elles décideront de ne pas respecter les règles imposées par le conjoint, elles subiront de la violence. Et donc, parce qu'elles savent qu'elles risquent de subir de la violence, elles peuvent elles-mêmes aussi mettre en place des stratégies d'adaptation. Essayer de rester dans le cadre du contrôle qu'il exerce. On dit souvent qu'elle marche sur des œufs. C'est une expression qui a été utilisée dans des campagnes écossaises sur le contrôle coercitif. Et ça montre justement à la fois
le fait qu'elles sont sous une contrainte, sous risque de la violence, mais aussi qu'elles sont capables justement, avec raison, de s'adapter au risque. Et donc elles-mêmes de penser à qu'est-ce qu'ils pourraient bien pouvoir faire pour que j'évite d'avoir de la violence. Il y a contrôle et coercition, mais dans les entretiens qu'on a pu faire avec des femmes, elles employaient d'autres expressions. Pression, il y a une dame qui nous parlait de pression-punition. Voilà. Et en parlant de pression-punition, et puis quand j'ai découvert aussi le contrôle coercitif, ça me faisait penser aussi aux parents qui dressent, entre guillemets, leurs enfants. Ou alors on va avoir un père ou une mère qui vont dire « Attention, tu vas t'en prendre une », ou alors un jour il va y avoir justement la fessée ou la claque. Ça va arriver une fois tous les 2-3 ans, mais l'enfant il va s'en souvenir. Et l'homme violent, il fonctionne de la même façon avec sa compagne. Enfin, c'est une sorte de dressage aussi, et puis d'infantilisation. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Effectivement, les dames ne nous disent pas « je suis sous contrôle coercitif ». Elles emploient d'autres mots. Et nous, voilà, elles peuvent dire « je vis avec un pervers narcissique » ou elles peuvent nous dire « je suis sous emprise ». Voilà, peu importe les mots qu'elles vont utiliser, nous, on va les écouter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et après, on va classer et on va essayer de repérer stratégie de l'agresseur et contrôle coercitif. La violence, c'est un océan et en fait, l'agresseur exerce contrôle et pouvoir par goutte à goutte en fait. Petit à petit, c'est des micro-violences. Et ce qui fait que la victime ne les conscientise pas immédiatement parce que c'est par petits bouts, petites touches. Et tout à l'heure, quand tu parlais de stratégie, je me disais, si on parle de technologie de contrôle coercitif, on va pas voir non plus forcément ces trucs ordinaires, en fait. Vous pouvez donner des exemples ? Par exemple, quand une femme nous raconte son histoire, elle nous dit souvent « Oh, ça va pas être important ». Et nous, on lui dit non, tout est important. Donc, elle peut raconter son histoire. Elle commence son histoire soit par le début, soit par la fin. Et tous les choses, tout ce qu'elle a vécu avec son conjoint sont importants pour nous. Et c'est là où on va voir justement le goutte à goutte. On voit que justement, dans la violence, il y a cet objectif-là de maintenir cette femme sous contrôle pour qu'elle lui apporte des satisfactions matérielles et sexuelles aussi. Et que lui, en fait, va prétendre qu'il ne s'agit pas de ça, quoi. Ça va crescendo. On voit que ça va crescendo. C'est petit à petit. Et donc, l'isolement, par exemple, il ne va pas dire « je t'interdis de voir qui que ce soit ». Il va dire « tu sais, Robert, l'autre jour, il est venu à la maison, je l'apprécie pas trop, je préférais qu'il ne revienne pas ». Et puis, il va y avoir Robert qui ne reviendra pas, et puis après, ce sera Céline qui ne reviendra pas. Et donc, petit à petit, il va en fait tisser la toile de l'abus. Il y a une sociologue, Catherine Kirkwood, qui parlait de toile de l'abus. C'est une autre manière de décrire le goutte à goutte, progressivement. Isoler la victime, la priver de ressources pour l'empêcher d'agir pour elle-même en fait. Et pour en fait la réduire à être un objet au service de l'agresseur. Ça c'est quelque chose que l'on voit souvent dans les entretiens, c'est l'impression que les femmes en fait ne sont plus des êtres humains, qu'elles sont des objets au service de monsieur, qu'elles sont là pour le servir en fait. Et on retrouve ça dans beaucoup de témoignages et en fait ça veut bien justement dire que le processus a conduit à faire de madame un objet qui sert à monsieur. Ouais, et puis ce qui est difficile aussi, c'est qu'en fait, l'auteur de violence s'appuie sur les stéréotypes, s'appuie sur ce qu'on attend d'une mère, ce qu'on attend d'une femme. Et puis là, je me souviens, on avait eu un entretien avec une dame qui nous disait « oui, c'était mon Pygmalion ». Et en fait, il lui disait comment s'habiller, comment se coiffer, comment se maquiller. Et elle avait un petit peu idéalisé ça c'était quelque chose de positif, il m'aidait à aller mieux, il m'aidait à me reconstruire, à me construire, etc. Donc elle ne voyait pas qu'il était en train de mettre en fait une cage autour d'elle et qu'il était en train de la manipuler et de faire d'elle ce qu'il voulait qu'elle soit en fait. Mais elle parlait de Pygmalion, le côté positif, etc. Je ne sais pas si tu en souviens. Oui. Et il y a un truc qui est super dur à détecter, en fait. Quand les dames nous racontent, elles essayent de reproduire la conversation qu'elles ont pu avoir avec leur conjoint. Et c'est là où, en fait, on voit qu'il a une manière de s'exprimer, mais elles peuvent pas nous le transmettre. En fait, il faudra qu'elles puissent l'enregistrer. Et c'est vrai qu'ils ont une manière de s'exprimer avec cette dame qui fait que ça sème complètement la confusion, en fait. Et elles ont l'impression, elles nous disent, j'avais l'impression d'être dingue, en fait. Et puis, ils me faisaient des demandes, je comprenais pas ce qu'ils me demandaient. C'est un peu le truc de la cravate rouge et la cravate verte. C'est quoi le truc de la cravate rouge? C'est une mère, je crois, qui offre une cravate verte et une cravate rouge à son fils. Et un jour, il va mettre la rouge. Donc, elle va lui dire, ah, bah, t'aimes pas la verte. Donc, le lendemain, il va mettre l'autre. Et puis, elle va lui encore reprocher de ne pas avoir mis celle qu'elle voulait. Enfin bref. Et donc en fait, quoi que fasse la dame,
De toute façon, elle le fait mal. Et il y a aussi tout ce qui est... ce sont les injonctions paradoxales. Et les injonctions paradoxales, ça peut être dans une même phrase, en fait. Donc du coup, la dame, elle ne sait plus du tout ce que lui demande son conjoint. Il va lui dire, je ne sais pas, poser un objet à tel endroit, mais il va avoir une façon de le lui demander qu'elle ne va pas savoir si c'est là qu'elle doit le poser ou là. Et du coup, elle va être hésitante. Et quand elle va être hésitante, il lui dit, mais t'es complètement con. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est dans l'ordre du discours aussi. Et ça, c'est super dur après à retranscrire quand on doit documenter des situations de violence conjugale parce que la dame a du mal à nous dire exactement quels mots il utilisait. Et ce que vous dites, en fait, c'est intéressant tous les exemples que vous utilisez parce que c'est pas forcément des mots violents. Non, pas du tout. Justement. Mais c'est une manière de discuter qui est très confusante. Oui. Et du coup, elle se sent bête, elle se sent pas intelligente, elle a l'impression d'être un enfant. Enfin voilà, c'est une manière de la toiser, de s'adresser à elle, de la rabaisser en fait. Tout à fait, mais c'est par petites touches. Et puis justement en fait, l'amour ou le thème de l'amour, c'est un thème qui peut justement prêter à confusion facilement en fait. Enfin, l'amour, ça peut être tout ce qu'on peut en dire en fait. Et justement, les promesses que font les hommes violents à leurs victimes, ou alors le romantisme d'affaires de violence conjugale que l'on voit de manière incessante, peut-être un peu moins aujourd'hui. En fait, cette notion d'amour, vu comment on peut l'instrumentaliser, ça peut aussi créer de la confusion chez la victime assez facilement, en fait. Elle se dit, oui, mais finalement, c'est parce qu'il m'aime, ou alors il m'a promis que ça va changer. Et donc, on s'y attache, et en fait, ça montre que là aussi, on est encore dans quelque chose de très stéréotypé, en fait, de très normé, de comment une femme doit aimer un homme, comment un homme doit aimer une femme. Et donc, nous, en fait, je pense que ce qu'on veut dire sur la violence conjugale, c'est qu'on veut faire sortir les gens. Déjà, le stéréotype de la femme battue, a priori, il a déjà été un peu cassé par les enquêtes sur les violences notamment. Mais en fait, on a envie de montrer aux gens à quel point c'est quelque chose qui s'inscrit dans des normes, quoi. Et à quel point, en fait, ça peut s'inscrire dans une banalité. Et donc, on n'est pas dans des affaires criminelles hyper médiatiques, parfois si, mais on l'est pas au quotidien. On n'est pas dans des femmes qui portent nécessairement plainte pour des violences physiques répétées, etc. On est dans des quotidiens qui en fait ne sont pas dits et qu'on essaye de décortiquer, et ils ne sont pas dits parce qu'ils paraissent tout à fait normaux aussi pour plein de gens. Et donc, vous, ce que vous cherchez à faire, c'est à nous donner les outils pour qu'on puisse ouvrir les yeux sur ces violences-là et aussi sur les violences dont on est témoin. Oui. Comme proche, comme ami, etc. Et aussi comme professionnel. Oui. La stratégie de l'agresseur ou le contrôle coercitif ou ce que vous avez nommé comme, par exemple, les stratégies de double contrainte. Injonction paradoxale. De gaslighting, donc de rendre folle, en fait, quelqu'un, ou d'être ambivalent, ou des menaces de violence. Tout ça, c'est des situations qui pourraient être décrites comme reloues, mais qui sont en fait violentes. Ok. Bon, je pense qu'on les a bien décrites et tout ça, même si moi, mon obsession, ça reste pourquoi ils font ça. C'est vraiment, Et je sais que c'est moins une question qui vous intéresse, vous êtes vraiment du côté des victimes, moi aussi, mais ça m'intéresse de comprendre pourquoi les auteurs de violence sont auteurs de violence. Parce qu'il y a des normes, en fait. Enfin, c'est aussi dans les normes qu'ils agissent comme ils agissent. Et il y a ce truc-là d'être un mec, un vrai mec. Mais je pense que le truc du pouvoir et du contrôle et de maintenir ses privilèges, en fait, a une explication qui est suffisante. Enfin, quelqu'un qui a du pouvoir sur une autre personne et qui peut manger sans avoir à faire à manger, qui a quelqu'un qui range ses habits, qui lui fait sa lessive et qui fait qu'il n'a plus besoin de s'en soucier, c'est un bénéfice. Évidemment, mais dans ce cas-là, pourquoi tous les hommes ne sont pas violents ? Eh ben, parce que tous ont un pouvoir social que l'organisation sociale actuelle leur donne, mais certains en abusent. Et certains en abusent parce qu'ils se disent qu'ils peuvent en abuser, en fait. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui va lui dire, mais finalement, c'est pas si bien ce que tu fais, parce que pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, en fait. Il y en a qui passent une certaine frontière, une frontière qui est difficile à déterminer. Ils arrivent à passer cette frontière-là, justement parce que la société est tolérante, en fait, à ce type de comportement-là. Donc, déjà, il y a très peu de plaintes qui sont déposées pour violence conjugale, les condamnations sont rares, elles n'aboutissent pas, ça peut se retourner contre les femmes en justice, etc., notamment quand elles ont des enfants. C'est difficile de classer chaque acte de violence, du coup, dans une catégorie, parce que c'est entremêlé, en fait.
Ok, là où on a tendance où la loi aussi, en fait, pour juger, a tendance à séparer les différents types de violences. C'est ça. En fait. Oui, en fait, du coup, la loi, c'est un compresseur de l'expérience des victimes. Elle leur demande de résumer une partie de leur expérience dans des catégories et dans des cases qui correspondent même pas à ce qu'elles voient vraiment, en fait. Parce que imposer aux femmes de devoir nommer chacune de leur expérience avec la loi et les catégories de la loi, c'est quand même un peu triste finalement, parce que la loi, elle sera jamais suffisante en fait pour expliquer tous ces enjeux-là, parce que la loi, en fait, elle pourra pas interdire ou elle pourra pas nommer justement, en fait, la norme, enfin toutes les choses du quotidien dont les agresseurs se servent en fait pour maintenir le contrôle de la victime. Et donc la loi, de notre point de vue, ça ne sera jamais suffisante pour restaurer ça. Et c'est pas son rôle en fait. Enfin, on ne demande pas à la loi d'être capable d'expliquer l'expérience des victimes. Nous, c'est la sociologie, la psychologie ou des sciences humaines qui peuvent nous permettre de les comprendre, de les expliquer. Mais il y a peut-être un exemple, un parallèle. C'est une autrice qu'on aime beaucoup, Simone Weil, La condition ouvrière. Ça peut paraître fou, mais quand j'ai relu La condition ouvrière, où donc elle travaille à l'usine en fait dans les Simone Weil, philosophe des années 30, morte très jeune. Oui, voilà, en 43. En 43, oui. À 34 ans du coup. Et en fait, elle décide de se confronter à la réalité et elle va en usine pour savoir ce que c'est que l'aliénation en fait et l'oppression capitaliste d'une certaine manière. Elle dirait pas les choses comme ça, mais elle raconte une scène avec un contremaître qui lui dit « va plus vite, produis les pièces plus vite ». Et en fait, elle dit « mais moi je suis là en fait à assembler mes pièces et à faire ce que le monsieur me demande ». Et elle dit cette phrase qui m'a beaucoup éclairé « il n'a pas besoin de hausser la voix parce que finalement il va décider de mon sort ». Parce que si jamais elle refuse, il la vire. Je pense que dans la violence conjugale, il y a ce même registre-là, en fait. C'est-à-dire un quotidien très régulé, micro-régulation, la femme doit faire ci, doit faire ça, à telle heure, etc. Et puis si jamais elle refuse, si jamais elle ne se contraint pas à ces règles, il peut y avoir de la violence. Et donc, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'elle est libre, mais en fait, c'est toutes ces règles-là qui ne sont pas dites, toutes ces impositions faites par l'agresseur de manière plus ou moins explicite, qui fait qu'en fait, elle est contrainte. Et donc, comprendre cette contrainte-là, cette dynamique de pouvoir, effectivement, c'est toute la difficulté. Et c'est pareil dans toutes les histoires de domination, tous les types de violence, il y a toujours cette difficulté-là à comprendre le processus social qui fait que les dominés, en fait, sont contraints là où plein de gens ne verraient pas cette contrainte. Vous avez interrogé des femmes après la séparation, c'est le sujet de votre thèse. En fait, on a aussi l'idée ou le préjugé un peu naïf que quand on vit une situation de violence conjugale, tout s'arrête quand on se sépare de l'agresseur. Et toute votre thèse démontre bien que c'est pas du tout le cas, en fait. Et donc, vous nommez des violences spécifiques qui sont les violences post-séparation, notamment quand il y a des enfants. Comment vous définissez ces violences post-séparation ? En quoi est-ce qu'elles sont différentes des violences qui ont lieu pendant le couple? Alors, je dirais que leur mécanisme, leur fonctionnement général est le même, en fait. Ça vise encore à isoler, à intimider, à contrôler, à appauvrir, à priver de ressources, etc. Mais les formes, elles sont un peu différentes parce qu'il n'y a plus de cohabitation. Si jamais on part du principe que la séparation, c'est le moment où la victime part du logement, c'est souvent des formes de harcèlement à distance ou de maintien du contact à distance, un maintien imposé et répété par téléphone, par mail, par les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi des violences qui sont exercées pendant les remises des enfants, donc quand les partenaires ont des enfants. Et le maintien du contact, très souvent, l'agresseur va pas dire je t'appelle parce que j'ai envie de te pourrir la vie. Alors ils peuvent le dire aussi, hein. Mais il y en a beaucoup qui le font, ils le disent très clairement. Mais ils vont dire mais j'ai envie d'avoir des nouvelles de mon fils. Et donc en fait, ils vont se saisir de l'autorité parentale conjointe pour pouvoir maintenir le contrôle. Et donc, un peu comme il y a des choses de la violence qui se basent sur les normes pendant la vie de couple, la norme après la vie de couple, dans le monde dans lequel on est, ça s'appelle la coparentalité. C'est le fait que les parents doivent bien s'entendre finalement. Donc, pour les enfants. Voilà, pour les enfants. Alors, dans le cadre général, pourquoi pas? Mais dans les situations de violence, c'est catastrophique. C'est absurde, en fait. On demande à une personne qui a été violentée par une autre de boire le café sympathiquement pour parler de l'avenir de leurs enfants. En fait, ça ne fonctionne pas. C'est un désir, un vœu pieux, en fait. Et donc, on se retrouve avec des femmes dont le quotidien est régulé par monsieur qui va décider que le fils fera du foot et pas de la voile. Qui va décider qu'il ne peut pas avoir de suivi psychologique parce qu'il ne veut pas que l'enfant ait de suivi psychologique.
qui va garder le passeport pendant des mois pour empêcher que le fils et sa mère aillent en vacances. Et donc, c'est des trucs très concrets qui sont quasiment autorisés par la loi, en fait. Parce que jusqu'à ce qu'un avocat ou quelqu'un démontre que cette autorité parentale conjointe-là est utilisée dans le but de maintenir le pouvoir et le contrôle ou d'exercer des violences contre la mère, il peut y avoir du temps qui se passe. Et c'est ça qui est terrible, c'est que se saisir justement de tout ce truc-là du quotidien pour rendre la vie des femmes après la séparation extrêmement semée d'embûches. Donc vous dites qu'il y a les normes post-séparation, c'est par exemple le fait que les deux parents doivent bien s'entendre. Oui. C'est aussi le fait qu'on dit qu'un père ne peut pas être privé de ses enfants, Voilà. et aussi que les enfants ont vraiment besoin de voir leur père. En quoi ça peut favoriser le maintien des violences ? Et qu'est-ce qu'on peut... Parce qu'en fait, quand on énonce ces phrases-là, on dit bah oui, enfin vraiment ça semble aller de soi, non ? Enfin, je veux dire que les pères aient le droit de voir leurs enfants, que les enfants aient besoin de voir leur père. Enfin bon, on peut dire ça va de soi, non ? En fait, c'est une phrase et une idée qui est répétée depuis très longtemps, aussi par les groupes de pères séparés. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans la recherche ou dans les fonctionnements des institutions, en fait, on part de ce principe-là sans jamais le prouver, en fait. C'est pas prouvé scientifiquement qu'il est absolument nécessaire pour le développement d'un enfant d'avoir un type de parent particulier, enfin, c'est un parent bienveillant, mais en tout cas que ce soit un père ou une mère, etc. Et donc là, en fait, c'est des sortes de mythes qui sont propagés et des croyances qui en fait, justement, permettent de ne pas se poser la question des conséquences pour l'enfant de maintien entre son père violent et lui, si jamais on parle de père violent. Et ça sert aux agresseurs aussi. Je dois avoir mon enfant a besoin de moi. Et en fait, c'est tellement ancré que ça passe, quoi. Et pour autant, les études qui, soi-disant, le montreraient, ne le montrent pas. C'est souvent des études qui sont réalisées par des gens qui sont des promoteurs de la théorie de l'aliénation parentale, qui font de la médiation familiale et qui ont donc aussi, peuvent avoir intérêt, en fait, à réaliser ces sortes d'arrangements parentaux. Ce dont un enfant a besoin, c'est de respect, d'amour, d'équilibre, et pas d'un père, quel que soit son comportement, en fait. Et pourtant, on y croit encore à cette nécessité d'un père. Donc à l'idée, par exemple, que on peut être un bon père et un conjoint violent. Voilà. Ça, c'est vraiment le plus gros mythe à déconstruire, en fait. Moi, je vois, quand j'ai travaillé sur mon mémoire de recherche, en fait, j'ai travaillé à partir d'un gros corpus d'articles de presse. Donc, c'était prise d'otages, assassinat des enfants, assassinat d'un gendarme. Et en fait, la presse a plus ou moins légitimé, en fait, le père criminel. Donc du coup, c'était la justice qui était responsable, c'était les gendarmes qui avaient mal fait leur travail, et c'était surtout son ex-conjointe qui n'avait pas voulu se faire tuer à la place des enfants. Donc il y avait comme ça tout un discours pour le dédouaner de son geste criminel, et on avait la reconstruction vraiment la construction d'un martyr, en fait. Il était présenté comme un martyr du divorce. Et j'ai analysé aussi des archives à la BNF sur les premières associations de pères, et je me suis aperçue que les associations pionnières, donc la première association a été créée en novembre 1969 à Grenoble par un monsieur qui s'appelait Marc Droulez et qui était ingénieur, et l'association s'appelait la DIDEM. Et en fait, les premières associations de pères ont utilisé justement des affaires criminelles où un père tuait ses enfants pour faire des propositions de loi, pour interpeller les préfets, les législateurs, etc., pour faire changer la loi. Et j'ai même trouvé des photographies où on voit des membres des assos de pères avec des gerbes de fleurs dans les cimetières pour rendre hommage aux pères qui avaient tué leurs enfants. Donc ça, j'ai fait cette découverte-là, j'étais un peu surprise quand j'ai ouvert mes liasses à la BNF, je ne pensais pas tomber là-dessus. Et puis... on a des discours qui se sont propagés dès les années 70, justement, sur un divorce malédiction. Que le divorce serait responsable de la délinquance, par exemple. Que le divorce serait responsable de la prostitution. Que les femmes sont vénales. Qu'en fait, elles cherchent à exclure les pères de la vie des enfants par rapport à la pension alimentaire, etc. Non, ou aussi pardon, je vous coupe, mais aussi pour des raisons psychologiques. Ça, on l'entend aussi très souvent. On dit, voilà, le père, c'est celui qui sépare la mère et l'enfant. Aussi. Et en fait, les mères, elles gardent les enfants pour elles, et elles veulent pas, elles se vengent aussi d'une déception amoureuse avec le père en privant le père de voir ses enfants. Ça se dit, ça aussi. Ouais, je voyais ça dans justement les écrits de la DIDEM, où en fait il y avait déjà la théorie de l'aliénation parentale qui était en germination
à ce moment-là. Donc, il disait que les mères cherchaient à exclure les pères, elles étaient trop fusionnelles, elles faisaient des fausses accusations, etc. Donc, le discours était déjà en germination. Et puis, on retrouve ces discours-là parfois dans les propositions de loi de certains députés. Quand, par exemple, ils auditionnent des membres de certaines structures de pères séparés, on retrouve vraiment les mêmes arguments. Là, par exemple, il y a une proposition de loi qui a été déposée récemment et, par exemple, la séparation, les familles monoparentales sont présentées comme responsables de la violence ou de la délinquance. Donc, on retrouve encore ces discours-là pour stigmatiser les mères séparées et donc dire il faut à tout prix un père, une mère pour élever cet enfant-là. Peu importe peu importe le comportement du père. Donc, c'est vraiment des discours qui sont ancrés, qui sont anciens et qu'on retrouve des années 70 à encore aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'ils sont donc incorporés par les travailleurs sociaux, par beaucoup de travailleurs sociaux et aussi par les juges et aussi par plein de personnes qui ont du pouvoir et qui peuvent décider, notamment, par exemple, du lieu de résidence de l'enfant ou de qui va avoir l'autorité parentale, etc. Vous voulez en dire un mot, Gwenola ? Ces mythes-là autour de la mère manipulatrice, on le retrouve notamment avec l'usage de la notion d'aliénation parentale. Donc en fait, cette théorie a été inventée par un Américain, donc c'est Richard Garner. Il explique que les mères manipulent les enfants dans les contextes de séparation. Voilà. D'accord, donc c'est l'idée selon laquelle les mères en particulier raconteraient du mal à propos des pères à leurs enfants pour les empêcher, pour garder tout le contrôle sur leurs enfants, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et donc c'est une théorie qui n'a jamais été prouvée, mais qui produit des effets. Une des normes après les séparations, c'est que l'enfant soit en résidence alternée. Et on a surtout en fait des accusations implicites. Ça tourne autour. C'est-à-dire, on va dire Madame cherche à exclure Monsieur de la vie de l'enfant. Madame est trop fusionnelle. Ok, je vais vous poser la question cash quand même. Mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a des cas où vraiment les mères cherchent à exclure le père de la relation avec l'enfant, où la mère ne présente pas l'enfant parce que par exemple elle supporte pas la nouvelle compagne de Monsieur, par exemple? C'est possible, mais dans ces cas-là, à partir du moment où on pense que Madame est dans cette optique-là, plutôt que de se poser cette question-là, il faut aussi se poser cette question-là de ne subit-elle pas de la violence conjugale? Est-ce qu'elle n'a pas une bonne raison, entre guillemets, d'exclure, de protéger, du coup? Ouais. Elle n'exclut pas, elle protège. En fait, ce que vous dites, c'est pas les femmes ne mentent jamais, il y a des problèmes de jalousie, jamais, parce que c'est absurde, en fait, de penser ça. Mais on cherche la violence d'abord. Mais voilà, on la cherche, on la repère, s'il y a violence. Dans une situation comme ça, où il y a un problème, il faut avoir comme première hypothèse celle de la violence, parce que c'est la plus probable, en fait. Oui. Ce qui n'empêche pas que parfois, oui, c'est vrai qu'il y a des cas où, en fait, c'est un problème d'autres problèmes, qui sont pas un problème de violence de la part du conjoint. Mais statistiquement, le plus probable, c'est quand même qu'il y a... C'est la violence conjugale. Mmh. Oui. Ok. Non, je trouve ça important à redire, parce que vous savez, souvent... Parce qu'en fait, souvent, on va nous dire, mais à quoi, vous dites que les femmes mentent jamais? On dit pas ça. Non. Et en fait, la question qui revient très souvent autour de la violence masculine, c'est celle de la conscience des actes. C'est-à-dire, on se dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Et quand on parle de stratégie, on a l'impression que tout ça est prémédité, que tout est parfaitement conscientisé, et on n'a pas l'impression de connaître des types comme ça, ou alors on se dit c'est des grands malades, quoi, c'est pathologisé, voilà. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette histoire de stratégie? En fait, c'est justement toute la complexité, et c'est ce qu'on trouve dommage que les mots disent sans qu'on voudrait qu'ils les disent, c'est-à-dire stratégie ou tactique, ou même pervers narcissique. En fait, finalement, on est dans une vision de la violence conjugale aujourd'hui où elle est réservée à une catégorie d'hommes qui sont fous, déviants, qui ont un problème dans leur tête. Quoi. Et je pense que le pervers narcissique en fait partie, il est un peu, peut-être moins aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans, mais en tout cas c'était lui le modèle de l'homme violent. Et en fait, nous, on essaie de voir la violence conjugale dans sa banalité, pas dans ses extrémités, mais vraiment au quotidien, dans la conjugalité, dans le domestique, etc. Et donc, pour autant, on doit utiliser des mots comme stratégie et tactique parce que ça nous semble important de le faire. Ça oblige, quand on dit ce mot-là, à se dire... En fait, c'est pas des actes qui sont non calculés, en fait. Déjà, parce que quand il s'agit de violence conjugale, toujours les hommes vont dire « j'ai perdu le contrôle de moi ». Non, en fait, ils ont perdu le contrôle de leur conjointe. Ils ont mis en place un contrôle de leur conjointe et ça a échappé. Ils n'ont pas réussi à arriver au contrôle total. Et donc, parler de stratégie et de tactique, c'est justement essayer de voir, à partir du récit des femmes,
elles décrivent plein de comportements, mais en fait, les comportements, ils se répètent. C'est un peu toujours les mêmes, selon les histoires. Il y a des différences selon les milieux des femmes, etc., mais on voit les mêmes choses. Et puis, on se rend compte que le monsieur, il adopte la même stratégie ou une même tactique sur le long terme, et il la répète. Et puis, des fois, quand ça marche pas, il en essaye une autre. Et donc, en fait, en partant de la façon dont les femmes nous racontent les choses, et de l'effet de cette violence, on suppose qu'il y a une stratégie, en fait. Après, quand on interroge les hommes sur justement qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, ils minimisent. C'est-à-dire quand il y a des enquêtes qui sont faites sur les hommes pris en charge, les auteurs pris en charge, ou des enquêtes sociologiques sur ce type d'hommes, en fait, ils minimisent tous. Les actes que nous, on comprend comme une stratégie, ça devient des incidents ou des accidents, des choses qui n'auraient pas dû arriver, etc. Et donc, c'est une manière, en fait, de découper ce qu'ils ont fait et de ne pas voir, de ne pas montrer que derrière, ils ont adopté des stratégies. On le voit de manière claire, l'adoption d'une stratégie aussi dans les procédures judiciaires. C'est-à-dire que quand ils mettent à plat l'histoire, quand la femme victime reçoit par exemple une convocation devant le juge aux affaires familiales et qu'elle découvre que monsieur a des preuves, entre guillemets, de que ce serait elle la méchante depuis des années, qu'il les a stockées, qu'il a reconstruit l'histoire, qu'il a refait en fait de manière très rationnelle une version de son histoire, là on se dit on ne peut pas leur prêter une inconscience absolue et totale de ce qu'ils font. Il est probable qu'on ait des agresseurs parmi nos amis. Et là, est-ce que vous avez des préconisations, recommandations, conseils ? Se rapprocher de sa conjointe. Oui, en fait, oui. Se rapprocher de sa conjointe. Oui, maintenir le lien avec la victime, surtout si on voit voilà, qu'elle a une baisse d'estime d'elle-même, qu'elle a apeuré, elle a l'impression de devoir faire des choses pour son conjoint à telle heure, etc. Enfin, et après, la difficulté d'avoir des proches agresseurs, c'est leur capacité en fait à retourner les gens ou alors à justement oui mais c'est moi la victime, etc. Et donc éviter de leur profiter en fait, éviter de leur donner davantage de pouvoir. Et je pense que là aussi la stratégie de l'agresseur peut nous aider. C'est-à-dire si je fais ça, est-ce que ça va isoler davantage madame ? Si je fais ça, est-ce que ça va l'apeurer davantage ? Si je fais ça, etc. Et donc on peut, et c'est ce que le collectif féministe contre le viol dit dans ses formations, il faut faire il faut inverser quand on est soutien à la victime, il faut inverser la stratégie de l'agresseur. Et donc, j'aurais tendance à dire, effectivement, par rapport aux agresseurs, pensez d'abord à la victime, ça c'est la chose, et toutes les conséquences de ce qu'on peut faire pour la victime. Après, c'est un chantier, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les agresseurs ? Ça fait depuis quelques années que l'État met en place des projets pour prendre en charge les agresseurs. Les bases sur lesquelles ils les prennent en charge sont plus ou moins pertinentes, c'est-à-dire quand il s'agit de dire que ces messieurs souffrent et qu'ils sont malades, là c'est mort, ça n'avancera pas. Si jamais c'est les responsabiliser et les prendre en charge sur le long terme avec des formes de contraintes éventuellement, là dans ce cas-là ça peut avoir du sens. Mais socialement nous, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme pouvoir pour faire face aux agresseurs qui sont parmi nous aussi ? Et je pense que c'est une vraie question en fait. Comment faire vraiment pour qu'ils cessent leur comportement ? Et vu que l'État prend du temps à le faire, vraiment, c'est une vraie question en fait. C'est une vraie question pour moi aussi, bien sûr. Après, nommer les choses aussi quand on voit une situation dans le cadre, ami ou familial, quelque chose qu'on ne trouve pas normal, un comportement. Ça peut être un membre de sa famille qui va mettre une main à un endroit et on se dit non, voilà, lui dire non, ça se fait pas. Et puis voilà, le recadrer et puis et aider aussi matériellement la personne parce qu'on va avoir affaire à des personnes qui sont très fatiguées en fait, qui sont surchargées de travail. D'abord, elles peuvent être surchargées de travail à leur travail. Et en parallèle, elles peuvent être surchargées de travail par monsieur qui va lui imposer de faire certaines choses ou de s'occuper des enfants tout le temps, etc. Donc l'aider matériellement aussi pour qu'elle ait un sas de décompression. Et si elle a un sas de décompression, un sas où elle peut se reposer, elle pourra faire face justement à ce qui se passe à la maison. Il y a un livre qui a été écrit par une Américaine qui s'appelle Susan Brewster dans les années 90 aux États-Unis, qui s'appelle « Être comme une encre dans la tempête ». Et je trouve que cette expression est pas mal. C'est un guide qui est adressé aux proches et aux amis, quoi faire justement face quand une amie ou une proche est victime de violences conjugales. Et je trouve que cette idée-là d'être comme une encre dans la tempête, c'est d'avoir une base solide en fait à laquelle elle peut se raccrocher quoi qu'il arrive. Je trouve que cette image, elle peut être inspirante. Enfin,
Et donc ça peut nous se traduire en comportement concret. Hein. C'est l'occasion de rappeler d'autres résultats des enquêtes sur les violences, comme Virage ou En Veuf, qui montraient qu'en fait, les femmes, elles parlent d'abord à leurs proches des violences subies. Pas à la police, pas aux médecins, pas aux institutions en général. Et donc effectivement, si jamais on arrive à disséminer les connaissances, et c'est pas une mince affaire, sur les violences, pour les détecter, savoir quoi faire, on gagnera des points. Moi, dans les entretiens que j'ai pu faire avec les femmes, en fait, ce qui faisait la différence pour beaucoup d'entre elles, c'était des amis soutenants, un groupe d'amis soutenants, et qui étaient capables, finalement, de résister avec elles face à l'agresseur. C'est-à-dire qu'il l'accompagnait à la barrière pendant les remises des enfants qui allaient être violentes, qui allait avec elle au tribunal correctionnel, qui lui faisait des attestations, qui l'aidait à s'occuper de ses enfants, qui l'accompagnait dans la vie quotidienne quand elle avait peur, quand elle n'en pouvait plus, qui l'écoutait au téléphone, éventuellement pleurer ou pas, et qui vivait avec elle comme des vrais amis, en fait, qui s'occupaient d'elle tout simplement... qui étaient des amis, quoi, en fait. Et parce que je pense que ça fait partie d'être un ami que de faire face à ce genre de situation aussi. Et vraiment, moi, de mon souvenir, c'est ça qui fait la différence. À certaines, c'est un super policier, ça arrive, ou un giga médecin, ou toujours... Très souvent, c'est des assos féministes, en vrai. Il y a ça aussi. Mais les amis, quoi. Pas oublier, justement, tout ce rôle-là qu'on peut faire. Avant de terminer, est-ce que vous voulez bien, chacune, nous recommander une œuvre d'art en lien avec la masculinité, ou le thème de l'émission, ou autre, s'il vous plaît? Moi, j'ai pensé au film Festen. En fait, c'est un film de Thomas Vinterberg, un film danois sorti en 1998. Et en fait, c'est l'histoire d'un fils, Christian, qui, pendant l'anniversaire de son père, va dénoncer l'inceste que son père a commis sur lui et sa sœur, qui s'est suicidée à la suite de cet inceste. C'est un film que beaucoup de gens pourraient considérer comme étant triste. Mais en fait, c'est un film dans lequel il y a beaucoup de personnages qui sont mis en scène, des hommes, des femmes, et chacun et chacune va se positionner par rapport à Christian. Et au début, par exemple, il a un frère raciste et violent avec sa femme. Et en fait, ce frère-là, au début, va lui demander de se taire. Et puis, plus il va comprendre ce qui est arrivé à son frère Christian, plus il va le soutenir. Il y a tout un tas de personnages qui se reconfigurent au fil des dénonciations, et Christian qui revient à table et qui redénonce et qui constamment dit ce qui s'est passé. Et puis il y a une révélation, un moment où c'est une sorte de preuve absolue que les choses se sont passées de la manière que Christian le décrit. Et là, en fait, va y avoir une sorte de fête entre tous ces gens-là qui ont soutenu Christian pour lui dire: ce que tu as vécu, c'est vrai, on te soutient, on sera là pour toi. Et le film se finit par l'exclusion du père de la table familiale et disparaît de la famille. En fait, je trouve ce film jouissif parce que c'est les choses comme elles devraient se passer. C'est-à-dire, non pas on fait taire Christian et Christian va tout seul vivre dans le silence pendant des années. C'est l'agresseur, finalement, on lui dit de partir, de plus faire partie de ce rôle-là de patriarche. Donc, je le conseille vivement aux auditeurs et aux auditrices. Merci beaucoup. Gwenola Sueur, vous voulez ajouter une recommandation? Du coup, l'œuvre que je vais choisir, ça va être un livre. Ça va être Darling de Jean Telet. Et juste dire qu'il a été adapté au cinéma et qu'en octobre 2013, Marie-France Casalis du collectif féministe contre le viol est venue à Avranches. Elle a fait une soirée débat autour du viol conjugal. Elle a présenté ce film et j'étais à ses côtés. Et dans une des scènes du film, les enfants assistent au viol de la mère. Donc le film est vraiment très dur. Et je voudrais juste rendre hommage à ces ancres dans la tempête, que sont les féministes, que sont les écoutantes du collectif féministe contre le viol, que sont les écoutantes du 3919, toutes les associations qui forment Solidarité Femmes. Je pense qu'il faut leur rendre hommage, il faut respecter leur travail, il faut respecter leur expertise. Et puis voilà. Donc lire Darling de Jean Telet, c'est un merveilleux livre, il est dur. Revoir le film, il est dur aussi, mais voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à Gwenola Sueur et merci à Pierre-Guillaume Prigent d'y avoir participé. Si vous avez de l'argent, ma suggestion, c'est de faire un don aux associations qui luttent contre ces violences conjugales. Je pense à la Fondation des femmes, je pense aussi à l'association En Avant Toutes, qui lutte contre la violence en couple, en particulier chez les jeunes, notamment grâce à son chat commentonsaime.fr. Je vous conseille de suivre aussi mes deux invités, Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent, sur Twitter, où ils republient beaucoup d'informations intéressantes.
Toutes les références citées pendant la discussion sont à retrouver sur l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio, à la rubrique « Les couilles sur la table ». Un article écrit par Naomi Titi, productrice de l'émission. Merci à elle, merci à Paul Berthiaud pour la prise de son et à Elisa Grenet pour la réalisation. Merci beaucoup pour vos messages sur notre boîte mail et sur les réseaux sociaux. On vous lit toujours et on est toujours heureuse d'apprendre ce qui vous plaît dans chaque épisode, ce que vous y apprenez et les nouvelles questions que vous vous posez. Merci et à bientôt.